Il faut intéresser le jeune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là? Ce que je mets aux parents. Bon, pour celui-là, plus rien à faire. Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Qu'est-ce que je viens de dire, Chabert? 14%, monsieur. De toute façon, puisque je sers à rien. Il n'a pas tort et il faut être à l'écoute. Ouais, moi c'est juste le moment devant le micro où à un moment il faut que je me dise bon bah il faut y aller. on y va. Bah du coup on y va. Bienvenue à tous pour ce podcast Prof, un format qu'on avait commencé il y a 2 ans et qu'on n'a jamais continué. Donc c'est le podcast qui parle des métiers liés à l'éducation et à l'éducation nationale. On avait déjà parlé de cette bizarre et horrible engeance que sont les professeurs de mathématiques. Je vous renvoie au podcast précédent qu'on avait fait, ça commence à dater un peu. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ces petites mains qui sont dans l'éducation nationale, aux prolétaires des lycées et collèges, à ceux qui font tout ce travail invisible qui permettent de rendre l'éducation possible. Je parle bien sûr des AED, ceux qu'on surnomme de manière péjorative les pions. Pour m'accompagner dans ce podcast, je donnerai la parole à Florent. Bonsoir. Qui est AED depuis 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et qui va nous parler du métier, il va nous parler de son parcours, de comment il s'est retrouvé AED, pourquoi il est toujours AED, comment il aborde le travail, qu'est-ce qu'on fait, à quoi correspond ce travail qui est souvent mal considéré à la fois par les élèves et par les enseignants. Vous le savez, l'AED c'est le casse-couille qui vient vous embêter, qui vous empêche d'aller fumer votre cigarette, qui vous dit de sortir votre carnet de liaison, ou qui vous engueule parce que vous chahutez un peu trop dans la file d'attente du self. On fait ça, nous? Il paraît. Ah bon? Je dirais pas tes surnoms en ligne. Oh. Et je rajoute que Florent, c'est aussi, au passage, un membre honoraire de notre chaîne, voire un membre imminent de la chaîne, car c'est devenu aussi notre monteur qui a fait notre vidéo sur l'apocalypse dans Shingeki no Kyojin. Arrête, tu vas trop me flatter. Vous me connaîtrez peut-être plus sous le nom du docteur Patakès. Voilà. Donc, Florent, je vais essentiellement te donner la parole. C'est toi qui vas parler. Moi, je vais écouter et les gens vont écouter. Donc, alors, déjà, AED, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est comme boulot? Alors, AED, c'est assistant d'éducation. Alors, le terme... L'ancien terme, pour beaucoup, c'est surveillant. C'est un métier qui a beaucoup changé ces dernières années, qui a pris beaucoup d'importance dans les lycées. À la base, c'était un métier qui concernait juste la surveillance. Donc, ça portait bien son nom, surveillance. Donc, on s'occupait uniquement de surveillance. Et il y a une bonne dizaine d'années, ça a été modifié pour prendre plus de place dans les lycées. Donc, aujourd'hui, un AED, il s'occupe de quoi dans un lycée? Alors, il fait de la surveillance d'élèves, effectivement, mais il fait tout le job administratif aussi, c'est-à-dire la gestion des absences, la communication des informations des professeurs de l'administration aux élèves, mais aussi un travail important d'éducation. Donc, on gère les études, on fait de l'aide aux devoirs, on fait du suivi psy aussi, puisque c'est nous qui sommes sur le terrain à gérer les élèves. Donc, on gère leurs petits bobos, les crises de colère, les crises de panique, les je me sens pas bien, ça correspond, en gros, c'est plusieurs métiers. Aujourd'hui, le métier d'assistant d'éducation. Donc, la fiche de poste correspond, pour vous donner une ordre d'idée, au métier de moniteur-éducateur, mais aussi d'agent administratif et d'agent d'accueil, puisque ces 3 métiers-là correspondent au métier d'assistant d'éducation aujourd'hui. Ok, et juste pour qu'on ait un peu une idée, c'est rémunéré combien la surveillance? Alors, ça dépend de la quotité horaire, ça va de 600 € pour un mi-temps à un SMIC à plein temps. Voilà. D'accord. Je rappelle que du coup, c'est un travail qui est rémunéré au SMIC, qui demande énormément d'engagement de la part du surveillant, pour peu qu'il fasse le boulot correctement. C'est ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, on n'est pas vraiment fonctionnaire, on est assimilé fonctionnaire, c'est-à-dire que contrairement aux professeurs et aux autres membres d'un lycée,
On a eu un petit appel. Impromptu. Donc contrairement aux autres membres d'un lycée, aux membres de l'administration ou aux enseignants, nous on paye nos vacances. C'est-à-dire qu'un mi-temps ne fera jamais 18 heures semaine. Il en fera plutôt 22, 23 par semaine. Un plein temps, au lieu de faire 35 heures, il va faire 40 ou 42 heures par semaine. Voilà, pour un SMIC. Ces heures supplémentaires, c'est dû à l'annualisation du temps de travail. C'est-à-dire, en gros, on paye nos vacances. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, toi, comment tu t'es retrouvé surveillant? Alors, c'est par hasard. Donc, j'ai atterri dans la région Midi-Pyrénées il y a une dizaine d'années pour changer d'air. Je viens du Nord-Pas-de-Calais à l'origine. Désolé. Voilà. Ouais, effectivement. Je suis venu chercher le soleil, le climat, la bonne bouffe, etc. Et j'ai retapé une maison pendant 1 an et demi, et puis arrivé à la fin de ce contrat, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai cherché pas mal de taf, et pas de chance, j'ai pas trouvé. Voilà. Et puis un jour, j'ai postulé dans des lycées, etc., un peu partout, et il y a un lycée à Groyer, à côté de Castres, qui m'a appelé, le lycée Clément de Pémy, pour me proposer un poste d'animateur en foyer. Donc à la base, j'étais censé animer le foyer, proposer des activités, etc. Et au final, ce contrat s'est transformé en tant qu'assistant d'éducation. Donc je me suis retrouvé comme ça, par hasard, dans le monde de l'éducation, à surveiller des internats, à surveiller des élèves. Je ne connaissais absolument rien au métier, j'en avais jamais entendu parler, etc. Je ne savais pas trop ce que c'est, puisque dans ma scolarité, j'ai été très peu confronté aux surveillants à l'époque. Et par chance, je suis tombé dans un lycée qui était vraiment cool. Alors très difficile parce que Groyer, c'est une ville un peu particulière, une ville post-industrielle, post-métier du cuir, etc. Donc c'est une ville qui a été en grande difficulté économique, etc. Fort taux de chômage, beaucoup de délinquance, etc., etc. Et le lycée Clément de Pémy, lycée professionnel de la mécanique, mais aussi des métiers d'art avec la bijouterie. Donc un lycée un peu bipolaire dans ses enseignements. Et je me suis retrouvé confronté à des jeunes qui venaient de banlieues assez difficiles et de jeunes qui étaient très favorisés. Et j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient vraiment très très bien dans leur métier, qui étaient très consciencieux. Et j'ai été très bien formé, notamment par un de mes collègues qui s'appelle Hassan, que je remercierais beaucoup si je le revoyais aujourd'hui, parce qu'il m'a permis de rentrer dans mes fonctions de manière géniale. Et en gros, il m'a dit, le métier de surveillant, c'est pas compliqué. Il faut que tu fasses ta marque et il faut que tu sois extrêmement sévère au début. En gros, tu laisses rien passer. Tu apprends à observer les élèves, à comprendre comment ils fonctionnent, à voir leur comportement au quotidien, etc. Une fois que tu as compris ça, que tu sais les gérer, tout se passera bien. Il m'a donné un truc que je vérifie encore aujourd'hui, c'est quand tu rentres dans une pièce, quand tu es surveillant, et que pendant 1 seconde le silence te fait, c'est que tu fais bien ton boulot. Voilà. Ça veut dire que les élèves, ils vont voir que tu es un adulte, que tu es responsable d'eux, et ils vont faire attention que tu es dans la pièce. Et c'est à partir de ce moment-là que tu sais que tu as gagné et que tu feras ton boulot correctement. Et dans tous les lycées où j'ai travaillé, j'ai fait 4 établissements différents dans le public, et aujourd'hui je travaille dans le privé. Et je vérifie ça encore aujourd'hui. À chaque fois que je rentre dans une pièce, dans un couloir, s'il y a 1 seconde de silence, voilà, c'est que le taf il est fait. Alors en plus, tu as fait 4 établissements qui étaient assez différents en termes de travail et d'ambiance et d'enjeux. Oui, tout à fait. Alors j'ai fait le lycée Clément de Pémy à Groyer, lycée mécanique et bijouterie, donc des élèves perdus qu'on met en mécanique parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ou en commerce, parce qu'il y avait une section commerce aussi à Groyer, donc des élèves très différents, et des élèves qui savaient tout à fait ce qu'ils veulent. Donc la bijouterie qui est quelque chose de très spécifique, etc. Donc j'avais 2 publics extrêmement différents. Les gamins perdus qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, etc. Et de l'autre côté, les petits gamins qui viennent de milieux plutôt aisés et qui veulent réussir dans leur domaine. Après, j'ai été à Castres, au lycée du Cidobre, un lycée public du travail du bois, de la maçonnerie et un peu de gestion de chantier aussi. Donc aussi pas mal de gamins perdus, des gamins qui savent ce qu'ils veulent, etc. J'ai bossé aussi au lycée Anne-Vogt, un lycée un peu particulier parce qu'il possède l'une des rares sections en France d'orthoprothèse.
Et il n'y a que 4 lycées en France publics qui proposent cette section. Après, c'est toutes des écoles privées extrêmement chères. Donc j'avais des gamins qui venaient de toute la France. Et j'avais des gamins qui étaient en commerce aussi. Voilà, donc des publics toujours très différents. Et j'ai fini ma carrière dans le public au lycée Foch, lycée général, tout ce qui est plus classique. Voilà, avec les anciennes sections L, ES et S. Ouais, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et c'est pas un lycée qui est très difficile en termes de gestion. Ouais, s'il y a des élèves qui nous entendent. La difficulté était plutôt niveau organisation. Voilà. Ouais. Donc, tu as vu des publics très différents et maintenant tu es dans le privé. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est le problème pour un surveillant justement? Pourquoi, par exemple, si tu as envie de continuer à être surveillant, au bout d'un moment, tu es obligé d'aller dans le privé? Alors, les assistants d'éducation sont limités à 6 ans. Voilà. 6 ans de contrat, sans plus. Sans professionnalisation, sans formation. Et pour beaucoup, j'ai croisé beaucoup de mes collègues qui prennent ça pour juste un boulot alimentaire. C'est une notion qu'on reviendra plus tard, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais en fait, en gros, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut faire que 6 ans de métier dans l'éducation nationale. Après, on est obligé de faire un autre boulot. Et il s'est avéré qu'après ma première expérience à Groyer, j'ai aimé ce travail. J'ai aimé le contact avec les jeunes, j'ai aimé la partie administrative, j'ai aimé plein de choses dans ce métier. Et arrivé à mes 5 ans, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu vas retourner dans autre chose, tu vas faire autre chose, etc. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, j'aime vraiment le contact avec les jeunes, je sais que je peux leur apporter pas mal de choses. Et la seule solution, ça a été de me tourner vers les organismes privés qui proposent, à contrario du public, des contrats à durée indéterminée. Voilà. Et j'ai pas eu le choix, j'ai été obligé de postuler dans un lycée privé, dans des lycées privés. J'ai eu la chance d'avoir une place qui s'est libérée à Toulouse. Je continue ma carrière dans le privé. Alors c'est très différent du public, les problématiques sont pas les mêmes, même si les jeunes, même s'ils viennent d'univers différents, ils ont les mêmes problèmes. Voilà. Alors, on souligne quand même un peu l'absurdité de la chose concernant le service public. C'est-à-dire qu'en limitant le boulot à 6 ans max, on se coupe de gens qui pourraient justement se professionnaliser et qui du coup pourraient être bien meilleurs dans leur travail que faire un turnover qui est constant. C'est-à-dire qu'on le constate dans les vies scolaires, toi et moi, chaque année, il y a un gros turnover qui se fait. Et mine de rien, ça oblige des gens qui, au bout de 6 ans de formation, à travailler avec les gamins, à connaître l'administration, à connaître les rouages du métier, sont obligés de partir. Exactement. Et je trouve ça bien triste. Et le plus triste dans tout ça, c'est que c'est un métier qui est central dans la vie du lycée. Parce que si aujourd'hui les assistants d'éducation se mettaient en grève, je ne suis pas sûr qu'il y a un collège ou un lycée en France qui serait encore capable de tourner. Tellement les assistants d'éducation font un travail énorme. Voilà, on ne s'imagine même pas à quel point ce travail-là est important. Et on ne propose pas de formation, on ne propose pas de valorisation de ce métier. Même si ça reste des contrats à durée déterminée, les gens qui font ça, s'ils veulent se diriger vers les métiers du social, après, ils sont très mal vus. J'ai quelques amis qui ont fait l'aventure pour aller vers les métiers d'éducateurs et d'éducateurs spécialisés. Ils ont voulu faire des VAE et ils se sont toujours fait saquer en disant oui mais toi tu as été surveillant, tu seras jamais un bon éducateur, etc. etc. Et c'est dommage parce que on fait un vrai travail d'éducateur dans l'éducation nationale en tant qu'assistant d'éducation et en plus on fait un travail administratif qui est colossal. Parce que gérer un établissement comme le lycée Ferdinand Foch qui compte 1300 élèves, gérer les absences au quotidien, appeler les parents, gérer les petits bobos, etc., c'est un travail colossal. Et c'est fait par des petites mains qui sont plus ou moins engagées. Après, chacun fait ça pour ses propres raisons et je ne jugerai personne sur son niveau d'engagement. Mais c'est vrai que professionnaliser ce métier, ça serait vraiment important. Déjà, ça permettrait à pas mal de gens qui sont
passionné par ce travail, de pouvoir le continuer à long terme, etc., de pouvoir développer des relations de confiance avec les élèves, avec les CPE, les professeurs, l'administration, qui permettraient d'organiser la vie du lycée ou la vie des collèges de manière bien plus saine et sereine qu'aujourd'hui, avec ce turnover permanent qu'il y a dans les vies scolaires. Ok. Alors, puisque tu l'évoques, alors j'ai pas décidé de l'évoquer tout de suite à la base, mais autant l'évoquer maintenant. C'est vrai que les AED souffrent d'un énorme problème de reconnaissance, à la fois de la part des élèves, mais finalement le contact avec eux fait que souvent ce manque de reconnaissance peut évoluer, et surtout de la part de leurs collègues, c'est-à-dire les enseignants. Parce que ça c'est extrêmement important, il faut le rappeler, dans la hiérarchie de l'éducation nationale, nous sommes collègues. Exact. Et ça, on sait qu'il y a un manque de reconnaissance de la part des AED. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Alors, j'ai connu plein de lycées différents. Et j'ai vu plein d'organisations différentes. Et il y a des lycées où le métier est difficile pour tout le monde. À Clémente-Pémire, si on ne serrait pas tous les coudes, s'il n'y avait pas une parfaite entente entre les professeurs et les AED, c'était la fin. Donc du coup, il y avait des relations extrêmement cool avec les professeurs, etc. Et dans d'autres lycées, c'était pas du tout comme ça. On était la dernière roue du carrosse et c'est même pas un bonjour quand on te croise. Ah mais toi t'es que surveillant, etc. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu viens me... Enfin voilà, un certain mépris de certains professeurs, je dis pas tous, hein, parce que tout le monde est humain et a sa sensibilité propre et je veux accuser personne et je veux pas dire que les professeurs sont tous des gens méprisants qui ne respectent pas le travail des AED, mais c'est vrai qu'il y a une grande carence entre les surveillants et les professeurs. Et je trouve ça bien dommage parce que on fait le même boulot au final. Voilà, on ne distribue pas le savoir et la connaissance, mais on est tous là pour encadrer les élèves et assurer leur bien-être. Et il y a beaucoup de professeurs qui ont tendance à l'oublier, qui ne nous considèrent pas comme des membres à part entière de l'éducation nationale. Et je trouve ça vraiment, 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 vraiment dommage que ça se passe pas, qu'il n'y ait pas plus de communication entre profs et surveillants. Et comme nos métiers sont complémentaires, on pourrait apporter beaucoup d'informations aux professeurs sur tiens, tel élève il va pas bien, tel élève il a tel souci, et du coup tu devrais peut-être faire attention, et tiens, moi en cours ça s'est pas bien passé, et je te donne cette info parce que peut-être il va pas bien, du coup moi j'ai une relation privilégiée avec cet élève, donc je vais peut-être aller lui parler, lui demander pourquoi ça va pas, etc. Et on pourrait résoudre des tas de problèmes comme ça. Et la vie dans les lycées et les collèges elle se porterait tellement mieux, tellement mieux. C'est-à-dire que ça, c'est un fait, il y a une espèce de vieux, pour reprendre un terme à la Bourdieu, il y a une grosse violence symbolique envers les surveillants qui, eux, n'ont pas la tâche noble, comme tu l'as dit, de transmettre la connaissance et le savoir. À la limite, on vous limite souvent au rôle de gérer les absences et apporter des papiers en classe ou vérifier qu'on a bien fait l'appel quand on l'a pas fait. Là, c'est moi qui me permets de le dire. Je sais quelles réactions peuvent avoir certains collègues parfois quand un AED arrive parce qu'il n'a pas fait l'appel. C'est pas scandaleux, mais on peut le dire. Il y a des comportements qui font que qu'est-ce que tu fais là, tu me déranges dans mon cours, alors qu'en fait un pardon, désolé, et puis voilà, ça suffirait. Et on sait aussi qu'il y a certains discours, bien sûr, on le précise, qui ne sont pas généralisés, mais des discours qui sont du pur mépris devant des élèves. Alors, il faut savoir qu'à l'éducation nationale, normalement, on se serre les coudes. Il y a des accords tacites et éthiques qui sont des comportements d'adultes, qui est on ne descend pas un collègue devant des élèves, on ne descend pas l'administration devant les élèves, et on ne descend pas des AED devant les élèves. C'est entre adultes, on a un respect et on est là pour transmettre les valeurs de respect. Donc à partir du moment où on commence à avoir un certain discours, où on se permet, de par notre autorité, alors qu'on est censé faire cours, de balancer ou d'avoir du mépris, de manifester son mépris envers des gens du personnel avec qui on travaille, c'est quand même malvenu. Et on remarque que les AED sont les premières victimes.
J'ai déjà entendu mes collègues, certains de mes collègues me rapporter que malheureusement des profs devant les élèves avaient dit ouais, si tu poses pas bien, tu finiras AED. Voilà. Et en quoi c'est mal d'être AED? Voilà, tu vois. Alors déjà, tu as l'espèce d'idée de rater sa vie. Déjà, d'où un enseignant peut juger que quelqu'un a raté sa vie, surtout quand c'est un collègue, en sachant que souvent, il y a des profils extrêmement différents chez les AED. Ça peut être quelqu'un qui est en reconversion, ça peut être quelqu'un qui cherchait un taf, c'est quelqu'un qui est en train de passer le CAPES, qui est peut-être un futur collègue. D'ailleurs, on remarque la différence de hiérarchisation parfois entre les AED qui sont en train de passer le CAPES, qu'on considère presque comme des collègues, et les autres, de la part des enseignants. Et même en salle des profs, parfois on peut entendre des discours qui sont parfois assez choquants. Ce que je dis ça, c'est pas pour balancer, etc. C'est juste pour rappeler qu'il y a un respect à avoir pour des gens avec qui on travaille, qui sont des collègues à part entière, qui sont eux des adultes, et qui sont en première ligne en permanence pour gérer nos élèves. C'est nous qui prenons le feu. Moi, je sais que j'ai bossé 2 ans et demi au lycée Foch. J'ai pas fait des postes très intéressants en Foch, malheureusement. Mais pendant 2 ans et demi, j'ai fait pas mal de portail, de surveillance de portail. Et il y a beaucoup de profs qui, quand ils arrivent devant moi, baissent la tête et passent sans dire bonjour. Et je trouve ça triste. Voilà. Et après, il y a des élèves qui font la même chose. Et voilà, ils te sortent comme argument, ouais, mais lui, il ne dit pas bonjour. Ouais, mais t'as pas à prendre exemple sur lui. Alors du coup, on va y passer. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un manque de reconnaissance des élèves par rapport au métier? Alors, oui et non. Oui, dans un sens où il y a une bonne catégorie des élèves auxquels on ne s'intéresse jamais parce qu'ils ne font pas de bruit, etc. Et du coup, on ne peut pas trop discerner leur retour là-dessus, etc. Et il y en a qui sont en pleine crise, qui sont souvent pas bien dans leur peau, et qui nous manquent absolument de respect, et qui ne nous reconnaissent pas, etc. Mais ça, c'est un problème qu'ils ont avec eux-mêmes, je pense. Après, avec le temps, en général, il y a pas mal de jeunes qui changent d'avis, qui nous prennent pour une figure d'autorité à la base, parce que on est là pour faire appliquer un règlement intérieur, et c'est pas souvent facile de faire appliquer les règles face à des gamins qui sont souvent en pleine crise d'adolescence, qui sont souvent perdus, qui savent pas trop quoi faire, qui se retrouvent dans un monde qu'ils comprennent pas, où on exige des tas de choses d'eux et qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire. Mais une fois qu'on a réussi à instaurer un dialogue avec eux, on devient souvent leur grand frère, leur grande sœur, leur papa, leur maman. On devient un peu tout ça en même temps, et c'est là où le métier il devient fantastique. C'est quand on arrive à accrocher l'hameçon aux jeunes, et où on peut avoir des débats sans fin avec eux, où on peut comprendre ce qui se passe dans leur tête, où ils nous font des confidences des fois très lourdes. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui m'ont fait confiance et qui m'ont confié des événements traumatisants qu'ils avaient eu dans leur vie, etc. Et c'est là où mon métier prend tout son sens. Parce que c'est là où je me dis, voilà, j'ai réussi à avoir la confiance de ce jeune, et je peux peut-être l'aider à résoudre les problèmes qui le tracassent. Et c'est là où on devrait avoir une formation professionnalisante pour les AED. Parce que on n'est pas toujours préparé à ce qu'un jeune peut nous dire. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé la première année de service au lycée Clément de Pémy. J'ai gagné la confiance d'une jeune fille qui m'a confié alors ça va être très choquant ce que je vais dire, mais elle subissait des attouchements sexuels de la part de son père et de son grand-père. Voilà. Et c'est une gamine que j'avais repérée, que je voyais qui n'était pas bien, qui s'effaçait de plus en plus dans la vie du lycée, etc. Donc je me suis rapproché d'elle, je me suis dit, voilà, j'ai commencé à discuter avec elle, on a discuté de tout, de rien, de ce qu'elle aimait pas, de comment elle se sentait dans la vie du lycée, de ses cours, etc. Des discussions anodines. Puis au fur et à mesure, j'ai appris à la connaître, elle a appris à me connaître et tout ça, elle a commencé à me faire confiance. Et puis un jour, elle est venue me voir en pleurant, elle me dit, ouais, je me sens pas bien, etc. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Et elle me dit, ouais, mais je veux pas que t'en parles. Et là, je lui ai dit tout de suite, je fais, écoute, si c'est grave ce que tu me dis, je vais pas pouvoir le garder pour moi.
parce que j'ai une mission à faire dans le lycée, c'est votre bien-être, et si c'est grave ce que tu me racontes, je vais être obligé d'en parler à mes supérieurs. Pas parce que je veux trahir ta confiance, hein. C'est juste que si tu es en danger, je peux pas garder ça pour moi, parce que ce serait une faute professionnelle, et je risquerais d'avoir de grands ennuis si ça vient à se savoir. Donc je peux pas te promettre de garder ce que tu vas me dire pour moi. Et elle a réfléchi, et elle a dit, voilà, je peux pas le garder, enfin je l'ai vu dans sa réflexion, elle s'est dit, je peux pas le garder pour moi, c'est trop grave, etc. Elle m'en a parlé, et je lui ai promis une chose quand même, c'est que quoi qu'il arrive, je l'accompagnerai dans toutes les démarches possibles et imaginables dont elle aurait besoin. Donc une fois qu'elle m'a raconté ça, je l'ai envoyé voir le conseiller principal d'éducation, qui est notre responsable et le coordinateur de la vie scolaire, mais qui n'est pas notre supérieur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Le fameux CPE. Voilà, le fameux CPE. Et ensuite, je l'ai emmené voir l'assistante sociale, qui l'a emmené vers un avocat, etc. Et je l'ai accompagné jusqu'au procès face à son père et son grand-père, où elle a réussi à les faire condamner pour ça, etc. Et bon, j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais je pense que cette jeune fille va très bien, même si elle aura besoin de quelques années pour se remettre. Pas mal de suivi psy aussi, mais j'ai eu cette satisfaction de pouvoir apporter quelque chose à un jeune. Voilà. Alors, je reprécise deux choses. Déjà, faut rappeler qu'en tant qu'AED, tu as un rapport privilégié avec les élèves que le prof n'a pas. Exact. Parce que le prof, il a 35 élèves devant lui. Alors, effectivement, on va tisser des liens, on va dire, plus approfondis avec certains élèves. Il va y avoir des connivences. La connivence, ça ne veut pas dire faire du favoritisme. C'est-à-dire qu'il y a des... Comme dans la vie, il y a des personnes avec qui on s'entend mieux, il y a des personnes qui vont venir te voir, il y a des personnes qui vont te faire confiance. Sauf que quand tu as 35 élèves, c'est un peu difficile à voir. Exact. Surtout que leurs emplois du temps font que c'est assez rare finalement de pouvoir avoir beaucoup d'occasions de tisser un lien comme ça. Et l'AED, lui, par contre, a cette occasion-là de tisser un lien de confiance d'adulte et de professionnel, j'insiste dessus, avec un élève. Parce qu'on n'est pas en train de parler simplement d'un rapport intersubjectif, on est en train de parler d'un rapport entre un adulte qui est une personne référente en termes d'autorité pour l'élève, qui est un professionnel, normalement, qui a une responsabilité, et l'élève. Voilà. C'est ça. Voilà. Et deuxièmement, je précise par rapport à ce que tu as dit, effectivement, si tu ne l'avais pas dit, tu aurais eu de gros soucis, et c'est aussi d'un point de vue éthique, ce n'est pas à toi de t'en charger, et ça, c'est une thématique qu'on a tous les deux en commun, prof comme AED, c'est qu'il y a un moment, il faut savoir passer le flambeau aux gens qui sont qualifiés pour. Exact. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le syndrome de Jésus que peuvent avoir certains. Il y a des choses à gérer qui parfois nécessitent l'aide de quelqu'un qui est spécialisé ou qui est un professionnel, soit l'infirmière, que ce soit la psychologue scolaire, l'assistante sociale, etc. Voilà, on ne peut pas gérer, on n'est pas formé à ça. Par contre, on peut effectivement, comme tu l'as dit, accompagner. Et qu'il y a un devoir aussi, en tant qu'adulte, de faire ce qu'il faut pour l'élève. Et c'est là où je vais rebondir aussi, c'est là où le manque de communication entre professeurs et AED manque. Parce que comme nous, on peut avoir des relations privilégiées avec les élèves, et la communication entre prof et élève, elle peut être vraiment importante et capitale. Et comme ça, on peut s'échanger des informations, dire voilà, si cet élève-là, il a été turbulent, c'est justement parce que en ce moment, il y a ça qui ne va pas, etc. Et vraiment, c'est vraiment dommage qu'on n'agisse pas en un bloc, en fait. Ouais. Et ça, j'en témoigne parce que du coup, moi, j'ai toujours été un enseignant, c'est pas pour me vanter, mais qui était assez proche de la vie scolaire, c'est-à-dire que je passais au moins 3-4 fois par semaine à la vie scolaire pour discuter déjà, parce qu'on est collègues, et pour un peu prendre la température, lui il va comment, j'ai eu un problème avec celui-là, ce gamin-là, vous l'avez pas, on a vu ce problème-là l'année dernière. D'ailleurs c'était toi, il y avait eu on va dire, non, un malentendu. Ouais, un malentendu. On peut dire que c'est un malentendu avec un de mes élèves qui était dans une situation qui était nouveau dans l'établissement, etc. Je suis venu te voir, on en a discuté, toi tu en as discuté avec lui, voilà. C'est-à-dire on n'est pas resté sur un bloc de « Ah, le surveillant n'a pas fait son boulot, le con, il a fait n'importe quoi ». Et on a toujours travaillé comme ça, et moi qui ai pu avoir des classes avec des profils un peu compliqués,
je sais que je passais au moins 1 heure dans le bureau de la CPE qui me faisait le topo de la semaine de comment ça allait lui, pour des raisons style phobie scolaire, angoisse, manque de boulot, situation familiale compliquée. Et ça, ces infos, si tu vas pas les chercher, tu les as pas. Exact. C'est pas en faisant ta petite fiche de début d'année en tant que PP que tu récupères toutes les infos. Non. Et que ça nécessite d'aller en amont pour avoir les informations. Et ceux qui ont les informations, d'habitude, c'est les AED et les CPE. Ouais. D'où la nécessité en tant qu'enseignant de travailler avec la vie scolaire. Ouais, c'est essentiel. Ouais. Essentiel. Alors toi, du coup, tu as déjà évoqué, mais on va peut-être expliciter, et je pense qu'on sera bon. Toi, ta vision du boulot, de ce boulot-là, parce que tu as une vision qui peut surprendre par rapport au cliché qu'on peut avoir de l'AED. Ouais, alors j'aime mon travail. Voilà. Ça a été une vraie révélation quand j'ai fait mon premier poste et j'ai compris toute l'importance de ce métier. Voilà. C'est un métier qui est central où on peut faire du bien à nos jeunes. Parce qu'ils sont soumis à des pressions souvent énormes de réussite. Et le surveillant, il peut être là pour... sa première mission, c'est quand même de faire respecter le règlement intérieur. C'est vraiment le nerf de la guerre. Mais pas que. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un éducateur. Et dans cette partie-là, cette partie éducateur, justement, on peut aider à soigner les petits bobos de nos jeunes. Leur faire décompresser, leur faire changer les idées, partager, créer des ateliers culturels pour qu'ils puissent changer les idées, pour qu'ils puissent voir que l'éducation, c'est pas que du boulot, de la réussite, mais aussi qu'on peut s'amuser à l'école. Voilà. Parce que je trouve que c'est la grande chose qui manque aujourd'hui, c'est que l'école, c'est trop sérieux. Beaucoup trop sérieux. Et qu'on oublie de s'amuser. Un peu. Je suis d'accord avec le fait que l'école, c'est essentiel, mais ce qui se passe après l'école, c'est déjà beaucoup trop sérieux. On le vit tous au quotidien. Et on a envie que d'une chose, c'est de rigoler, de s'éclater, etc. Et moi, je vois mon boulot comme ça. Quelque chose de très sérieux, mais il faut savoir relâcher la soupape. Voilà. Et je pense que je fais pas trop mal mon boulot, vu les retours de beaucoup d'élèves que j'ai. J'ai encore des contacts avec des anciens élèves de tous mes anciens lycées dans lesquels j'ai travaillé. Et voilà, les retours que j'ai, c'était trop bien quand tu étais avec nous, tu nous as apporté beaucoup de choses. Et c'est ça qui me fait aimer ce métier, c'est le retour des élèves. C'est voilà, tu nous as apporté quelque chose. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que eux aussi m'ont apporté quelque chose, parce que c'est pas un échange unilatéral. Moi, je me nourris comme ils peuvent se nourrir de moi. Et ouais, c'est vraiment une vraie passion que j'ai pour ce métier. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu continuer et que j'ai dû malencontreusement abandonner le public pour aller dans le privé. Mais j'espère un jour revenir dans le public, en tout cas. Par la grande porte. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors je précise parce que là je sais ce qui peut traîner sur YouTube, en commentaire, tout ça. Donc il y a des gens qui vont peut-être se offusquer parce qu'on dit que l'école c'est trop sérieux, que justement l'école doit être sérieuse, etc. Faut rappeler que, et là tu l'as dit, tu fais un travail très sérieux, c'est-à-dire que tu n'avais pas la réputation d'être un mec très rigolo au lycée. Ah non, voilà, pas du tout. Pour montrer toute la complexité de ton discours. Hein. Ouais. Oui, ma priorité, c'est de faire mon boulot. C'est-à-dire de faire respecter le règlement intérieur, de gérer les absences, etc. etc. Mais au-delà de ça, c'est pas que ça mon travail. Je suis pas qu'un surveillant. La définition de mon métier, c'est assistant d'éducation. C'est pas que surveillant. Je suis pas gardien de prison. Ça fait en partie de mon travail. Et je le fais très bien. Voilà. Et je connais des tas d'élèves qui pourraient vous confirmer que plus dur que moi, tu meurs. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Je sais être à l'écoute, je sais être proche de mes élèves, même si je peux être très dur. Et le deal, c'est que je passe avec tous les élèves que je rencontre, c'est t'es réglo avec moi, c'est-à-dire avec ce que je représente, avec la mission que j'ai, et je serai réglo avec toi. Et une fois que tu auras bien compris ça,
et ben là on pourra passer à autre chose. On pourra rigoler, déconner, etc. Mais il y a toujours des limites, un cadre. Et ce cadre, j'y tiens. Parce que si on ne fait pas respecter un cadre à nos jeunes, ça devient vite du grand n'importe quoi, ils nous prennent pour leurs copains, etc. Moi, je ne suis pas leur copain, mais je peux être quelqu'un de proche d'eux, à qui ils peuvent avoir confiance, qui pourra leur donner certaines clés pour rentrer dans la vie adulte, parce que je me concentre principalement sur les adolescents au lycée, et de par mon expérience, etc. Et eux peuvent me donner des points d'accroche sur l'univers dans lequel ils veulent, du coup, dans l'univers dans lequel ils vivent, pour pouvoir être plus proche d'eux et mieux les comprendre et mieux faire mon travail. Voilà. Ok. C'est une relation de symbiose, en gros. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui penserait devenir assistant d'éducation ? Alors, le premier conseil, sois dur. Voilà. Te laisse pas marcher dessus, c'est toi qui as raison, c'est eux qui ont tort. Appuie-toi toujours sur le règlement intérieur. Écoute pas les élèves qui vont te dire « Ouais, mais un tel, il a dit. » La bonne réponse, c'est « Il a peut-être dit, mais c'est pas moi. Donc tu fais ce que je te demande, point barre. » Et une fois que tu te seras fait respecter et qu'il n'y aura plus de problème de discipline, c'est quand tu auras cette fameuse seconde de « Ah, il est dans la pièce. » Tu pourras envisager à faire autre chose. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul dans un lycée, que tu as un règlement intérieur qui est là pour t'aider et que c'est un peu ton bâton quand tu fais de la randonnée, en gros. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Les règles, elles sont pas faites pour rien. Et elles te permettent de rentrer dans ton métier de manière saine et correcte. Essaye de te fier aux ceux qui sont là depuis longtemps et qui te donneront des conseils. Mais le principal, c'est impose ton cadre à travers le règlement intérieur. Une fois que tu seras à l'aise avec ça, tu pourras te permettre de te détendre et de tisser des liens avec les élèves. Mais d'abord, sois dur. Ok. Tu veux rajouter quelque chose d'autre ou pas ? Je dirais que c'est l'un des métiers les plus fun du monde. Voilà. Ouais, Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai fait pas mal de boulot dans ma carrière. Je travaille depuis que j'ai l'âge de 18 ans, j'ai 38 ans aujourd'hui. Et plus jamais je voudrais faire un autre boulot que ça. Plus jamais. C'est un peu propre au métier de l'éducation, j'ai Ouais, voilà. J'ai vraiment eu une vocation le jour où j'ai posé le pied dans un lycée. Voilà. Ok. Et alors du coup, on précise quand on parlait de la grande porte, toi, ton objectif c'était... C'est de passer à l'échelon supérieur. Alors dans le privé, c'est pas CPE parce que c'est un métier un peu différent, mais c'est responsable de vie scolaire. Mais... c'est la moitié du travail de CPE dans le public, en gros. C'est en gros tout ce qui est gestion du personnel de vie scolaire, organisation des emplois du temps des AED, des postes, etc. La gestion des petits bobos des élèves, des absences, etc. Voilà. Et par la suite, je compte bien devenir CPE et revenir faire un retour fracassant dans le public. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup à toi. Mais de rien, avec grand plaisir. Si tu as un dernier mot à rajouter, ce maintenant... aimez-vous les uns les autres et prenez soin de vous. Mais merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Merci à toi d'avoir proposé ça, c'est plutôt cool. Ça fait longtemps que moi aussi j'avais envie de parler de mon métier. Voilà, parce que c'est quand même un métier qui manque d'une reconnaissance certaine, que ce soit de la part des élèves, parfois des parents et aussi des enseignants. Et du coup, je pensais que c'était important parce que vous êtes quand même un des éléments essentiels d'une structure scolaire. C'est-à-dire qu'un établissement ne pourrait pas fonctionner sans AED. Il ne pourrait pas bien fonctionner sans avoir des bons AED. Et je te retournerai la même chose. Un établissement ne peut pas fonctionner sans prof. Voilà, sans bon prof. C'est pour ça qu'il faut être complémentaire et il faut Exactement. vraiment un dialogue. Ouais. Du coup, si un jour vous passez les concours d'enseignants, de l'enseignement, si vous avez envie, si vous voulez devenir prof, n'oubliez pas, les AED c'est des collègues qu'il faut traiter comme des collègues, comme des adultes et avec qui il faut collaborer parce que c'est extrêmement important. Moi je sais que je dois beaucoup aux AED aussi, je dois beaucoup aux vies scolaires avec qui je travaille énormément et que c'est votre atout le plus important quand vous êtes enseignant, si vous voulez bien gérer votre classe. Surtout en tant que professeur principal
qui est un rôle que j'adore. Et que tu fais très bien. Ah, ça, je sais pas si je le fais très bien. Si, t'inquiète. Je t'ai vu travailler pendant 2 heures et demie, il n'y a pas trop de problème pour ça. Bon, sur ces compliments mutuels, Ouais, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à ça. Je rappelle que c'est aussi notre monteur, celui qui a fait l'excellente vidéo, qui a monté l'excellente vidéo. Je fais des vidéos, moi. Ouais. Ah bon? Sur Shingeki no Kyojin, hein, l'apocalypse, l'imagerie de l'apocalypse dans l'attaque des titans. Hein. Si vous aimez bien les mangas, allez voir. Par contre, soyez à jour, hein, s'il vous plaît. Oui. On le retrouvera bientôt quand il aura un peu le temps. Hein, c'est ça. Voilà, et qu'on aura sorti History Teacher de la cave pour qu'il nous ponde son nouveau texte. En même temps, voilà, c'est comme tous les gras de papier, hein, ça met du temps à bosser. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un prof. Hein. Oui, c'est vrai. C'est comme moi, on est un peu des feignasses. Hein. Clairement, des feignasses, je dirais pas ça. Vu le boulot que vous faites chaque année, je dirais pas que vous êtes des feignasses. ça sous-entendrait que les surveillantes, c'est des feignasses aussi. Et pareil. Et en fait, non, ça colle pas, parce que vu le boulot qu'on abat, je pense pas qu'on soit des fainéants dans l'éducation nationale. Il y en a, comme dans tout corps de métier, mais la majorité des gens font ça par passion et par goût du travail aussi. Bien fait en tout cas. Ok, ben merci beaucoup, on va clore sur ça. Oui. Eh bien, merci à vous pour votre écoute. J'espère que cela vous a plu. On essaiera de reconduire de manière un peu plus rapide ce format-là avec d'autres métiers liés à l'éducation. Alors, ça prend un peu du temps, mais c'est pas le format le plus coûteux en termes de temps et de travail, mais... Ah non, on a fait un peu en mode YOLO. Hein, ouais. Mais il faut trouver les bonnes personnes aussi avec qui... c'est ça. Moi, si je dois vous présenter des disciplines, il y a des gens que je vais pas choisir du tout. Hein. Ah bon? Balance. Non, je ne balancerai pas. Mais voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée quand vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à très bientôt. Des bisous, prenez soin de vous. Bon, bah c'était...